De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous, nous sommes bien le vendredi 30 mars 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Je suis ravi de vous retrouver. Toute l'actualité high-tech, vous le savez, pour votre week-end. Avec tout à l'heure Aymeric Siméon, la rédaction de 01net.com qui me rejoindra. Vous voulez vous offrir un nouveau PC portable? Comment choisir? Plutôt un PC gamer, plutôt un hybride, plutôt un PC pas cher. On a même un PC exotique pour vous. Qu'est-ce qu'un PC exotique pour Aymeric Siméon? Vous verrez ça donc dans quelques minutes. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook et suivre la page De quoi je me mêle. Vous pouvez réagir au contenu de ce rendez-vous avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, on décrypte l'actualité high-tech de cette semaine. On décrypte, c'est pas facile à dire. Nous accueillons Éric Le Bourlou. Bonjour Éric. Bonjour. Le rédacteur en chef de 01net.com. Et cette semaine, c'est Emmanuel Paquette qui est là. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express qui va nous annoncer quelques petites nouveautés concernant l'Express dans quelques instants. C'est ça hein? Oui, exactement. Hein. Ouais. Et puis on va découvrir aussi Elliot Alderson. Ouais. Éric. Alors, on le connaît, on en a parlé dans De quoi je me mêle. Il y a un petit peu parlé il y a quelques semaines. Ouais. Voilà, ce monsieur a la fâcheuse manie de perturber les constructeurs de smartphones chinois. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Mais pour débuter l'actu de cette semaine, deux gros chapitres. Huawei, on va en parler dans un instant avec la sortie du P20 qui s'est faite en grande pompe ici à Paris, hein, au Grand Palais. Ouais. Pratiquement tous les médias mondiaux étaient invités à ce grand rendez-vous. C'est un événement mondial. Ouais, c'est ça, qui était à Paris. Mais auparavant, petit rendez-vous, cette fois-ci, Huawei a fait plus fort qu'Apple, hein, visiblement, avec une keynote Apple qui a été presque confidentielle, qui s'est déroulée à Chicago, parce que Apple essaie de séduire en fait les écoles. Oui, c'était quelque chose d'assez étonnant, puisque c'était une keynote Apple avec quand même un nouveau produit qui est phare chez Apple, même s'il se vend bien moins que l'iPhone, c'est l'iPad. Et Apple a profité de cette keynote qui était consacrée à l'éducation pour présenter la nouvelle version de l'iPad classique, hein, l'iPad 9,7 pouces, l'iPad... le bon vieil iPad. Avec avec les gros bords sur le côté, c'est etc. ça. Au niveau design, il y a aucun changement. Non, Je veux dire, ça ressemble aux iPads qu'on connaît depuis déjà bien des années. Mais il y a quand même quelques petites nouveautés dans cet iPad qui peuvent être intéressantes. On le voit, si vous êtes avec nous en vidéo, on le voit sur l'image, c'est Tim Cook a fait le déplacement quand même. Hein. Il est venu présenter Il est venu et puis, sa stratégie pour l'éducation. Exactement, parce que c'est vrai que tout ça, c'était pour dire attention, on veut que vous achetiez des iPads pour les mettre dans les écoles. Ce serait très, très intéressant que les élèves commencent à travailler sur du Apple assez rapidement quand même. Donc, mais juste pour en revenir à l'iPad, c'est un appareil qui ressemble à l'iPad précédent, on va pas se mentir, mais qui a l'avantage d'être moins cher puisqu'il est vendu à partir de 359 €. C'est une version 32 Go, donc autant vous dire qu'il n'y a que dalle comme place. Donc, il vaudra mieux passer à la version à 450 €, c'est déjà un peu plus cher. Mais, qui fait quoi, 128 là qui fait 128, ouais. D'accord. Voilà. Et surtout, et c'est ce qui justifie en fait son lancement dans cette conf éducation, il est compatible avec le stylet. Donc le stylet qui était avant réservé à l'iPad Pro. Donc le stylet est désormais compatible avec l'iPad classique. Donc voilà, vous pouvez désormais utiliser toutes les apps compatibles avec la prise de notes. Apple a mis à jour ses applis aussi pour pouvoir prendre des notes dessus, etc. Et effectivement, tout ça, c'est pour dire maintenant, les élèves, les enfants peuvent utiliser l'iPad comme leur ordinateur comme principal. Un cahier, finalement. Comme un cahier, comme un cahier, et aussi même c'est comme ça que le vend Apple, on va dire, puisqu'il a sur leur page de commerciale, ils le qualifient d'extra-ordinateur. Donc l'iPad, Apple n'a pas renoncé. Extra-ordinateur, en toute humilité, hein, bien évidemment, toujours avec Apple. Comme d'habitude, évidemment. Mais c'est intéressant parce que ils veulent bien montrer que et on voit dans leur com, là, on peut le voir en vidéo, des bambins qui s'amusent et qui utilisent l'iPad comme leur machine, on va dire principale, comme leur ordinateur, et non pas un PC comme celui que tu as devant toi, François. Ouais. Alors, Apple fait cette conférence, c'est pas anodin, dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le monde de l'éducation est en train d'un peu d'échapper à Apple, aux US en tout cas, parce que Apple a deux gros concurrents
qui sont en train de lui mettre un petit peu la fessée. Oui, en fait, c'est pas la première fois qu'Apple essaye Enfin, Apple était très fort sur le marché de l'éducation Oui. il y a Mais quelques années. à l'époque de Steve Jobs, on va dire. Voilà. Hein, parce que Mais c'était vraiment dans la volonté de Steve Jobs aussi, de pousser tout ce qui était éducation à l'époque exactement. avec Apple, mais aussi avec Next quand il avait Tout créé à fait. cette boîte. Mais effectivement, Apple est très concurrencé un peu par Microsoft, qui a effectivement, avec notamment Surface, l'écriture manuscrite qu'ils ont mis en place depuis déjà plus longtemps qu'Apple en Bien fait. sûr. Donc Microsoft en fait leur taille des croupières et surtout Google, Google qui cartonne sur ce marché-là. Aux États-Unis avec des machines pas chères, efficaces et en fait très pratiques parce qu'on peut rien installer dessus. Ce sont les Chromebooks. En fait, les Chromebooks dont on connaît pas, qui ne marchent pas vraiment en Non. France, c'est pas des machines qui C'est cartonnent en France. Aux États-Unis, c'est un vrai carton dans les milieux d'éducation justement parce que c'est facile à manager, c'est facile pour un prof on va dire d'utiliser des outils tout faits, préparés web pour en fait distribuer des devoirs, etc. Donc ça, c'est vrai que les Chromebooks sont voilà, vraiment des machines qui cartonnent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que justement le prix de l'iPad, qui est très ras des pâquerettes pour un produit Apple, est clairement fait aussi pour essayer d'aller attaquer ces Chromebooks, qui sont évidemment des machines vraiment pas chères. Emmanuel, on voit que Apple excelle dans les smartphones, vend plutôt pas mal des MacBooks Pro, etc. L'iPad, c'est plus compliqué. C'était plus compliqué parce que la relance s'est opérée en milieu d'année dernière, en milieu juillet-août 2017. Pour la première fois, les volumes d'iPad ont à nouveau cru, et aussi bien en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de volume, justement parce qu'en fait, il y a une double stratégie. La première, c'est de s'attaquer avec des iPads relativement accessibles. Enfin, je dis bien relativement, pour Toujours. Apple. Le mot relatif chez Apple est important. Donc sur le marché de l'éducation, dont on vient parler, et puis de pousser sur le plus haut de gamme avec l'iPad Pro. Donc on voit une diversification, une segmentation de marché d'Apple entre les professionnels d'un côté, le loisir avec un milieu de gamme pour monsieur et madame tout le monde, et puis en plus accessible, en entrée de gamme, on va dire, pas en bas de gamme, mais en entrée de gamme, ces terminaux dont on parle qui sont effectivement destinés au marché de l'éducation. Et donc ça marche, ça relance l'iPad, sachant qu'aujourd'hui c'est un produit qui était plutôt en déshérence chez Apple. Donc ils sont en train de regagner des parts de marché vis-à-vis des Chromebooks dont tu parlais précédemment, et puis sur Microsoft également. Donc c'est plutôt un pari assez réussi de ce point de vue-là, en tout cas en termes de volume. En revanche, il y a un impact derrière sur le prix moyen de l'iPad qui est regardé par les analystes financiers, parce que ce qu'on regarde, c'est notamment, les volumes, et 2, la marge, en tout cas le chiffre d'affaires que ça génère. Donc plus le chiffre d'affaires est important, derrière, généralement, les marges suivent aussi. Et là, il se trouve que le prix moyen de l'iPad est en train de baisser sérieusement. Donc en fait, le volume se fait un petit peu au détriment du prix moyen des iPads, mais ça ouvre aussi de nouveaux marchés avec des prix plus accessibles, qui sont les marchés compliqués aujourd'hui pour Apple, qui sont le marché chinois, le marché indien, parce que s'ils arrivent à équiper demain des petits Indiens, des petits Chinois de tablettes iPad, ça sera demain des acheteurs d'iPhone à 800, 900 euros, puisque les pays sont en développement. Ils seront monotés avec iCloud, c'est réglé. Alors oui, et d'ailleurs c'est intéressant de parler d'iCloud, puisque si on est étudiant, si on l'utilise, il y a une petite réduction si on est étudiant et qu'on l'achète, ou scolaire, et vous bénéficiez aussi de 200 gigas d'iCloud, alors que Apple, la version gratuite d'iCloud, on le sait, est assez ridicule. C'est 2 gigas, donc. C'est 5, je crois. C'est 5 gigas, pardon, excusez-moi. Et effectivement, comme tu le dis, François, évidemment que c'est aussi, ça vous permet, une fois que vous avez vos données dans un cloud, c'est plus compliqué de passer, de changer de crèmerie, on va dire. Mais la question qu'on posait tout à l'heure, est-ce que l'iPad est un PC? Parce que c'est aussi cette question qu'on peut se poser. Apple nous dit que oui. Apple a toujours dit que c'était le PC du futur, la tablette telle que ça a toujours été pour Steve Jobs l'idée du PC de demain, cette tablette. Maintenant, on a fait beaucoup d'articles sur ZeroNet à ce sujet. Non, ça ne remplace pas un vrai PC. Ça reste avant tout un terminal de consultation, quoi qu'on veuille en dire, puisque en fait iOS, le système d'exploitation de l'iPad et des iPhones, c'est un système d'exploitation mobile qui est très très limité dans ce qu'on peut faire avec, quoi qu'on en dise, qui n'a pas d'énormes performances en multitasking, même si Apple fait des efforts. Donc non, ce n'est pas un vrai PC, mais en vrai, pour la plupart des gens qui ont besoin d'une machine pour consulter essentiellement, pour on va dire faire un petit peu de productivité, mais
pas tant que ça. Ça peut effectivement, on a des gens à la rédaction nous qui commencent à utiliser ça même pour travailler maintenant. Moi j'ai tenté, mais au bout d'un moment j'ai craqué quoi. Je suis revenu à un PC parce que c'est vrai que le confort d'un vrai clavier d'un PC. Alors maintenant, Apple a son propre clavier Oui. aussi. Sur l'iPad Oui. Pro, il y a un clavier avec un Tout à connecteur fait. Ouais. et du coup l'iPad Pro ressemble finalement à quelque chose comme une surface de Microsoft. Tout à fait. Mais par contre, au niveau de l'OS, pour moi, ça reste un OS mobile qui n'est pas un OS fait pour la productivité. Emmanuel, ce stylet va tout changer ou pas? Enfin, alors, partage-nous ton avis. Visiblement, tu n'es pas d'accord avec Je suis Eric. plus nuancé, non, parce que ce qui fait la force justement d'un OS mobile, c'est qu'il est toujours allumé. Ça, Parce que c'est vrai. Il y a le gros défaut quand même toujours d'un PC aujourd'hui, c'est qu'il faut l'allumer et attendre qu'il boot. Donc ça prend quand même un certain temps. Enfin, cela Même dit, si avec c'est Windows lent, 10, avec ça s'est Windows réduit. 10, Il faut c'est le quelques reconnaître. secondes, moi, sur mon PC que j'ai là sur la table. Parce que tu n'as pas chopé de virus, etc. Moi, c'est un peu plus lent. Ouais. Mais parce que tu es sous Windows XP à l'Express. Non, c'est pas ça. Si, c'est vrai en plus. Ah, c'est pour Presque. Non, presque. Non, j'exagère. J'ai passé à Windows 7 le mois dernier, donc c'est plutôt Exactement. bien. Pas du tout. Mais Non. moi, On plaisante, hein, Non, bien bien sûr, évidemment. on a beaucoup de moyens chez nous. Donc, mais effectivement, donc, je pense que l'avantage d'un OS portable, mobile, c'est qu'il est toujours allumé. Il suffit de faire le unlock et puis on peut tout de suite se mettre à travailler. Donc il y a quand même un temps. Effectivement, qui est quand même gagné par rapport à un ordinateur classique. Donc ça, c'est quand même une des forces. Ça C'est reste une des forces des iPads et des iPhones aujourd'hui, enfin plutôt des iPads pour le travail pour le coup. Mais effectivement, après, la contrainte du clavier reste forte. La contrainte de la taille de l'écran aussi, quand on veut faire du multi-écran, multi-application sur son ordinateur, c'est quand même plus agréable d'avoir un 17 pouces, un 20 pouces, un 20 pouces ou 22 pouces pour travailler dessus qu'un écran qui reste relativement faible, y compris sur un iPad Pro. Donc c'est vrai que pour le travail, le PC reste quand même l'élément le plus sûr aujourd'hui. Et puis surtout en entreprise, ce qu'on voit et ce qui manque peut-être encore aujourd'hui à l'iPad Pro, c'est que dans les grandes sociétés, ce dont on a besoin, c'est un ordinateur sécurisé au cas où on le perde, pour pas que les documents soient accessibles. Et du coup, il y a des systèmes et des couches logicielles aujourd'hui qui sont développées sur les PC portables, notamment chez les grands, Areva, SNCF, ADP. Si vous perdez votre téléphone, il y a une double sécurisation ou une triple sécurisation. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'iPad n'est pas pensé pour ça. Il n'y a pas de système de biométrie, de reconnaissance encore, enfin, pas à ma connaissance, même si ça arrive sur les iPads avec la reconnaissance digitale. Et Touch ID, ouais. Il y a le Touch ID, sur les iPads récents. Hein. Voilà, mais je suis pas sûr que ça soit gérable par la DSI. Ça va être, à mon avis, plus compliqué. Exactement. Ouais, tout à fait. Alors que normalement, le PC, c'est gérable par les DSI, les responsables informatiques des grandes entreprises, qui peuvent mettre des niveaux de sécurité, accorder certains privilèges. Donc tout ça, encore, c'est des choses sur lesquelles l'iPad est en retard pour rentrer dans les entreprises, en tout cas chez les grands comptes. À suivre, donc, on verra bien si Apple réussit son pari de l'éducation avec ses iPads. Ouais. Hein, alors qu'on murmure qu'un nouveau MacBook Air pourrait sortir aussi dans les semaines ou les mois qui Oui, viennent. effectivement, Hein, on verra, ça va sans doute sortir. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment Apple va positionner ses Mac et notamment ce MacBook Air qui serait la machine pas chère d'Apple face à cet extra-ordinateur, entre guillemets, qu'ils essayent de nous vendre. Extraordinaire. Non, c'était quoi? Extraordinateur. Extra-ordinateur. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il faut s'acheter quand même un ordinateur chez Apple pour bien avoir sûr. l'extra aussi. Eh oui, Il faut acheter les deux. Tout à fait. Et puis il faut avoir les moyens de se payer l'extra. Parce que, Exactement. on enchaîne avec Huawei. On le disait, Paris, capitale de Huawei cette semaine. Le Grand Palais a été privatisé pour annoncer donc le nouveau smartphone haut de gamme de Huawei. Huawei, ça ne rigole plus aujourd'hui. Non. Ils font des événements d'envergure mondiale qui sont tout autant réussis et riches que ceux de Samsung. C'est impressionnant. Oui, c'est c'est ce qui est drôle d'ailleurs, parce que effectivement là, c'est un petit peu. Ils ont mis les grands, même les petits pas dans les grands pour cette conférence et pour présenter en fait ce qui va être sans doute, là notre test va être publié aujourd'hui, ce qui va être sans doute pour nous en tout cas qui l'avons testé, alors pas moi personnellement mais notre testeur Raphaël Grabli, sans doute une des très bonnes surprises de ce début d'année et c'est vrai que donc Huawei est en train de monter en puissance et on le voit avec ce P20 Pro. D'ailleurs ils n'ont pas présenté qu'un smartphone, ils ont présenté toute une gamme de P20 donc, qui couvre un petit peu tout le marché, hein, un P20 Lite, un P20 tout simplement et un P20 Pro. Et donc il y a plusieurs gammes de prix, ça va de 370 je crois, quelque chose de pas si cher que ça, jusqu'à un terminal qui coûte 900 €, donc qui arrive dans des prix qui sont des prix de smartphones haut de gamme à la Samsung. C'est plutôt malin, hein, on va dire cette segmentation avec 3 smartphones qui sont finalement peu ou prou les mêmes, mais qui
et bien voilà, ont 3 prix différents parce que, Ouais. évidemment, en plus on monte dans les gammes, ils ont des processeurs plus puissants, plus de fonctionnalités, jusqu'au P20 Pro qui lui innove vraiment en Ouais. termes de photos avec, pour la première fois, je crois, 3 capteurs Je crois que c'est une première. à effectivement, l'arrière c'est une d'un première mondiale. téléphone. Oui, 3 capteurs. Alors on peut se dire, de toute façon on se disait forcément, on a déjà eu Voilà, le si vous double êtes avec nous en capteur, donc vidéo, on maintenant les on va voit, avoir le triple capteur, et puis un jour il y en aura le quadruple capteur. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà Huawei s'était positionné sur le sujet de la photo dès l'année dernière, puisqu'ils sont associés avec Leica, qui parle tout de suite aux photographes. Hein. Et cette année, ils remettent le couvert avec effectivement. Alors, je ne vais pas spoiler notre test ni ce qu'on va faire plus tard, parce qu'on va tester plus en détail l'appareil photo, mais avec ce qui pourrait être un des appareils photo sur smartphone les plus intéressants du marché. Donc, avec effectivement ce triple capteur, c'est pas que du vent, puisque en fait, il y a un capteur de 40 mégapixels, un autre avec une différente focale de 20. De 8, pardon, parce que j'en perds mes mots, et un capteur noir et blanc de 20. Tout ça, en fait, selon Huawei, mais vous le verrez dans notre test, et on va encore une fois mettre vraiment ça dans les mains d'Adrien Branco pour qu'il teste ça. Effectivement, les résultats sont plutôt prometteurs parce qu'il y a un système de zoom hybride, donc on peut avoir un zoom qui est quand même assez correct de x5 sur ce téléphone. Les rendus photos sont très bons a priori, et on a un pouvoir créatif que l'on n'a pas avec d'autres smartphones avec ce Huawei. Il y a un mode pro aussi, donc comme ça on peut régler son ISO. Avec toujours le son petit ouverture, Leica, puisque rappelons que... Ouais, alors je ne sais pas si c'est une optique Leica, je pense que c'est plutôt... Enfin, il y a écrit Leica dessus. Ouais, c'est un partenariat avec Leica, mais je ne sais pas Ah si oui, c'est une optique. c'est le traitement, pardon. C'est un Tu as tout traitement à fait numérique raison. Leica. Je crois que c'est pas Voilà. l'optique Leica, c'est le traitement Exactement. vidéo et photo qui C'est- a été Voilà. réalisé en collaboration avec Leica. Je crois que c'est ça, Emmanuel. Je crois aussi. Ouais. Je crois, ouais. Mais en fait, surtout, ce qui était marrant, c'est que l'année dernière, sur le P10, quand Adrien l'avait testé en photo, il s'était sans doute rendu compte que c'était effectivement le tampon Leica était là pour faire joli, mais qu'il n'y avait pas grand-chose derrière. Apparemment, ils ont quand même pas mal bossé retravaillé leur copie depuis. En revanche, si vous êtes avec nous en vidéo, on le voit, les traces des doigts, c'est Oui. vraiment pas son fort. Mais Là, c'est franchement, vrai que ça, les traces des doigts, c'est horrible là-dessus. Par contre, moi, je trouve qu'au niveau design, et il est très beau. Il est très très c'est beau. très réussi. Et ce côté Je irisé, le etc., nettoie, c'est là, assez comme ça. nouveau. Vous aurez plus les grosses traces de doigts. Pourtant, je me suis C'est lavé les vraiment mains. pas mal. Je peux vous dire que, mais bon, c'est vrai qu'il est un peu, Oui, il est un peu salissant. Voilà. c'est vrai. Mais en tout cas, effectivement, c'est funky, quoi. Ouais, très beau téléphone. Et il y a l'encoche aussi, on peut le oui. voir, qui va devenir, je pense, une norme assez rapidement auprès de Le fameux notch. dans tous les smartphones, nouveaux, on va dire. On la voit là, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit donc Avec l'encoche une tout en haut. superbe fonction qui permet à ceux qui ne supportent pas ce truc de la cacher simplement d'un point de vue logiciel, en coupant, en mettant du noir autour. Donc c'est assez marrant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que quelques semaines juste après Samsung, Huawei arrive avec un smartphone qui finalement a l'air d'être plus sexy que le Galaxy S9. On le voit nous, il y a beaucoup d'appétence de nos lecteurs envers ces terminaux. Plus donc, que pour le Galaxy S9. oui. C'est dingue. Oui. Ce qui veut dire quand même que il faut que Samsung fasse attention à ça, parce que ils sont très ils ont l'air de vraiment avoir envie de passer devant, quoi. Et c'est possible, c'est probable. C'est pas probable. Voilà. Alors après, Samsung a une gamme de téléphones qui est peut-être plus élargie, ouais. parce qu'il y a les A, les J, enfin il y a toute la gamme. Et Huawei, il y a Honor aussi, qui est une Oui. marque qui marche très bien. Effectivement. Rappelons que l'un des principaux actionnaires de Huawei, c'est quand même l'État chinois. L'État chinois. En partie. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est très étonnant, c'est que c'est le miroir inversé d'Apple dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que Apple fait des téléphones très haut de gamme, très chers. Et puis après, l'idée, c'est de le démocratiser, de créer une entrée de gamme pour essayer de toucher plus de gens. Les marques chinoises ont fait l'inverse. Elles arrivent avec des produits très compétitifs, entrée de gamme, et essayent de monter jusqu'à arriver aujourd'hui à des appareils qui sont quasiment concurrents de l'iPhone. Donc de ce point de vue-là, c'est l'inverse de ce qui s'est passé dans tous les autres pays occidentaux. Et l'autre aussi chemin inverse, c'est que nous, on avait des opérateurs et des fabricants de téléphones qui étaient intégrés. Alcatel faisait du réseau et faisait ses téléphones. Nokia faisait du réseau, ses téléphones. Et puis ce qui s'est passé en Europe, ça s'est splitté. C'est-à-dire que d'un côté, la partie réseau a été cotée en bourse et la partie terminaux a été cotée en bourse, vendue, revendue. Et aujourd'hui, elles existent quasiment plus. Les Chinois font l'inverse. Ils veulent continuer de tout contrôler, c'est-à-dire le réseau et puis les terminaux de l'autre côté, de bout en bout. Alors est-ce qu'un jour, ils vont suivre
la logique européenne, ils vont casser en deux ces sociétés-là. Ça n'a visiblement, pas c'est l'air d'être l'ordre du ça jour, a en pas tout l'air cas. d'être le cas. Hein. En Non, tout cas, surtout que la 5G arrive. Huawei est très en avance dessus. Donc je pense qu'ils vont être les premiers à avoir des terminaux 5G aussi. Ouais. Donc on voit bien aussi la logique, c'est de dire qu'on a les premiers terminaux compatibles 5G au moment où les réseaux vont s'allumer tout à fait, aux États-Unis ou en Europe. Et de dire que l'opérateur qui a tout et qui contrôle de bout en bout, c'est Huawei. Huawei est une vraie menace pour Samsung aujourd'hui, à ton avis? C'est une menace pour tout le monde, je pense. C'est vraiment une entreprise qui croît à un rythme incroyable, qu'on ne voyait pas trop apparaître avant parce qu'elle était dans les réseaux. Donc au niveau du grand public, Oui, ou on alors les elle voyait pas fabriquait des apparaître. téléphones en marque blanche pour les Ou en marque opérateurs. blanche Aussi, ouais. Mais Exactement. c'est fini, tout ça. C'est fini, c'est fini. Ouais. Alors d'autres ont pris le relais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Huawei, dans une moindre mesure ZTE, dont on parle relativement peu, mais qui avaient été les premiers en fait, à essayer de rentrer sur le marché des terminaux, qui ont eu quelques difficultés. Mais c'est Huawei qui leur est passé devant. Et on voit que si Xiaomi ne se dépêche pas rapidement de prendre position, Huawei peut les écraser aussi. C'est très intéressant tout ça. Hein. Oui, Et- en tout cas, c'est marrant de voir, c'est surprenant de voir un smartphone comme ça qui, effectivement, il y a quelques années, on Non, n'aurait mais voilà. pas parié dessous sur un smartphone Huawei et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on va le dire, Huawei nous faisait rigoler. C'est-à-dire que quand Oui. on recevait un téléphone Huawei, on souriait un petit peu. Oui, tout à fait. Là maintenant, certains journalistes de 01net attendent les téléphones Huawei avec beaucoup d'impatience. Bah ouais, parce qu'ils innovent. Parce qu'ils innovent et parce que c'est une marque qu'on prend vraiment au sérieux maintenant. Ouais. Et ça a été un travail de marketing, de recherche et développement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, hallucinant. d'ailleurs. C'est-à-dire Tu as raison, parce qu'ils ont énormément Ah ouais, d'ingénieurs. c'est fou. C'est fou. Dès qu'ils vont déployer un réseau, il y a beaucoup de Chinois qui viennent dans les pays déployer le réseau. Ouais. Donc ils ont une force de frappe C'est qui est dingue. faramineuse. Et au niveau de la recherche et développement dont tu parles, et le marketing, parce que à ma connaissance, ça va être la 2e ou 3e marque chinoise à sortir de ses frontières et à s'imposer. C'est dingue. Tu parlais plus tôt de Lenovo. Lenovo, c'est le cas dans le monde du PC. Mais aujourd'hui, Huawei devient une marque mondiale. Et c'est pas arrivé souvent pour l'instant dans l'histoire chinoise. On enchaîne avec un certain Elliot Alderson. Alors, si vous êtes un fidèle de quoi je mail ou si vous lisez 01net, ce monsieur a été sous le feu des projecteurs il y a quelques semaines. On en parlait parce que, alors, Elliot Alderson, ne cherchez pas sur les pages jaunes ou les pages blanches où vous ne le trouverez pas. Non. C'est un pseudo. Oui, c'est un pseudo d'ailleurs qui provient d'une excellente série, n'est-ce pas, qui s'appelle Mr. Robot. Mr. Robot. Et ce garçon s'amuse en fait à appuyer là où ça fait mal sur certaines marques chinoises de smartphones. Et il s'est rendu compte que certains constructeurs de smartphones envoyaient des données personnelles sans qu'on soit au courant, à notre insu, en Ouais. quelque sorte. Et il a commencé par ça, mais Emmanuel le dira. Maintenant, il a passé un level, j'ai l'impression. Voilà. Mais Mais c'est comme ça qu'on l'a connu en fait. Oui, effectivement, il a notamment beaucoup attaqué OnePlus, la marque chinoise, Ouais. on en parle, une autre marque chinoise de smartphone qui se débrouille pas mal. Oui, oui, qui est très prometteuse. Et effectivement, il avait effectivement pointé du doigt en analysant on va dire les flux de données qui sortent d'un téléphone. En fait, il avait pointé du doigt le fait qu'il y a des données qui partaient en Chine sur les téléphones OnePlus et pas que les téléphones OnePlus, même les téléphones Wiko. On en a parlé il y a quelques semaines, qui sont très populaires en France et qui effectivement envoyaient des données, on va dire c'était pas catastrophique Oui, d'un point de c'était vue pas- c'était- données privées, mais quand même, notamment des données de géolocalisation, des données qui étaient envoyées sur des serveurs en Chine. Donc voilà, on en a parlé à cette époque pour évoquer tout ça, et il continue régulièrement à regarder ce qui se passe sur certains terminaux, ça l'intéresse beaucoup. Alors, Pas Elliot que ça. Alderson, tu as enquêté. Oui. Et tu es en train de nous préparer un portrait de ce monsieur qui est étonnant. Oui. Tu nous racontes un peu de qui il s'agit. Oui. Et là, tu nous en parles un peu en avant-première parce que ton article n'est pas encore disponible sur l'Express. Non. Et en plus, il va inaugurer un nouveau modèle de l'Express. Oui. Exactement. Que tu peux peut-être nous présenter rapidement. Oui, en 2 mots, disons qu'à partir de la semaine qui vient, l'Express va publier d'abord sur Internet et sur smartphone les articles qui seront ensuite, pour certains, repris dans le papier, en faisant en sorte que, si possible, le temps de parution entre le web ou le smartphone et le papier soit le plus réduit possible. Et tout ça avec une application payante qui va être lancée dans les prochains jours. D'accord. Donc, smartphone first Exactement. pour certains articles qu'après on retrouvera dans la version papier d'Express qui perdure, bien évidemment, qui est toujours là. Exactement. Voilà. À noter, quand même, pour être totalement transparent,
Zeronet.com fait partie du groupe Next Radio, qui lui-même fait partie du groupe SFR Média, et l'Express fait partie du groupe SFR Exactement. Média. Hein, voilà. Exactement. Donc, ce Elliot Alderson, c'est qui en fait? Alors en fait, c'est un jeune développeur, de 28 ans. Ce qui est étonnant, c'est que c'est le même âge que Elliot Alderson dans la série. Ils ont le même âge. D'accord. Lui-même ne Ils ont s'en le même est... look ou pas? Non. Non. Quoique, ils portent le hoodie tous les deux. Donc, à capuche, mais toi aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, donc, moi ouais, aussi. c'est Je suis vrai. pas un cœur, moi. mais t'es pas un cœur. Des fois, je me demande quand même. Donc, c'est un développeur Android. Qui lui-même, en fait, pendant ses études, a développé des applications, une application de jeu d'échecs, parce qu'il faut savoir qu'il a fait un sport-études jeu d'échecs, parce que ça existe, ce que je ne savais pas. Jeu d'échecs. Voilà. C'est dingue, ça. Et il a même fait des compétitions à des niveaux européens, mais finalement il a abandonné puisqu'il s'est lancé dans les télécoms et les nouvelles technologies et le développement d'applications pour Android. Ces applications n'ont pas très bien fonctionné, de ce qu'il m'a dit lorsqu'il les avait mis sur l'Android Store de Google Play, pardon. Et puis un soir, il s'est amusé sur son canapé à prendre son téléphone OnePlus, parce que c'était son téléphone, et à faire du reverse engineering pour voir ce qui s'y passait. Et c'est là où il a découvert effectivement l'envoi d'informations dans le dos de l'utilisateur. C'est une petite bête quand même en informatique, ce garçon. Oui, alors il y a deux choses. Il a l'air d'être plutôt débrouillard, effectivement. Voilà, c'est ça. Mais de ce qu'il m'a dit, c'est qu'à la suite de ses révélations sur OnePlus et Wiko, du coup, maintenant, il est sollicité par plein de gens sur la planète qui lui disent de se pencher sur tel cas et lui donnent même des informations. Et il m'a dit qu'il est débordé par le nombre d'informations qu'il a. Hier encore, il a reçu des choses sur Facebook et Cambridge Analytica. Il a dit qu'il était en train d'étudier ce qu'il y avait dedans, voir si c'était solide ou pas. Parce que forcément, il peut y avoir aussi de la manipulation derrière. Des gens qui lui donnent des informations qui sont plus ou moins moisies. Voilà. Donc lui, il vérifie quand même, voir s'il y a une réalité. Et puis après, il publie. Et là, il m'a dit qu'il était totalement débordé parce qu'il fait ça le soir. Il faut savoir qu'en journée, il a un travail, ce monsieur par ailleurs. Donc il développe. Il est développeur le jour. Développeur Android, consultant Android, Voilà. Et le et jour. à cœur la nuit. Et à cœur la nuit, exactement. Il met ses habits d'Elliot Alderson et il y va. Et alors c'est dingue parce qu'il est français. Il est français, il habite à Toulouse. Sa société s'appelle F Society, qui veut dire Fuck Society. Donc je ne sais pas si je traduirai en français, mais c'est le groupe de hackers. Voilà. Et c'est le groupe de hackers dans Mr. Robot qui s'attaque à Evil Corp dans les premiers épisodes, en tout cas. Excellente série Mr. Robot qu'on vous invite à regarder si vous êtes un petit geek. Exactement. Vous allez vous régaler. Et qui pour une fois respecte vraiment ce qu'est le hacking. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette série. Oui, c'est pas romancé. C'est pas romancé, mais et là, en fait, il s'est fait remarquer une nouvelle fois cette semaine, puisqu'il a montré que l'application du Premier ministre indien, donc pour suivre les déplacements du Premier ministre, son actualité, etc., qui a été téléchargée 5 millions de fois en Inde, envoyait aussi des informations personnelles à une société américaine, à l'insu des utilisateurs de cette application. Donc l'opposition indienne s'est engouffrée dans la brèche, a demandé une explication au Parlement à New Delhi. Tout ça grâce ou à cause d'un petit hacker toulousain de 28 ans, donc qui a fait ça sur son canapé. Et donc c'est devenu un peu une star planétaire. Il a eu des papiers dans la presse indienne, dans la presse américaine, dans la presse anglaise. Il y a eu des papiers de lui sur lui. Est-ce qu'il garde l'anonymat malgré tout, ou si on va, on peut le rendre quoi. Voilà, en remontant sur Internet, on peut le retrouver. Alors, on peut savoir où il est à Toulouse, pseudo, etc. Anonymat, c'est-à-dire son nom est connu, le fait qu'il habite à Toulouse aussi, mais tout le reste non, parce qu'il m'a dit que assez sensible ce qu'il fait, non? Un peu, un petit peu. Se faire un peu chatouiller. Un petit peu. Il m'a dit qu'à plusieurs reprises, on a essayé de le pirater. Pour le coup, il y a eu des petites tentatives. Bon, il a fermé son compte Facebook, il a fermé son compte LinkedIn. C'est aussi pour protéger sa femme et ses enfants, puisque sur son page Facebook, on pouvait voir des photos de sa femme. Famille, voilà, exactement. Donc, il fait un peu attention. Nous, on a réussi à le convaincre de le prendre en photo. Donc, vous le verrez dans le prochain numéro, mais cool, ça. Mais pas entièrement. Ah, d'accord. On a dû respecter ses conditions. De dos et de loin. C'est 2/3, disons. Voilà. C'est bien déjà. Ouais, exactement. Ouais, donc voilà, mais c'est vrai qu'il était assez réticent au départ, parce que je pense qu'il veut quand même continuer à protéger. Il m'a dit le peu de vie privée qui lui reste. Et il essaie de montrer. Il a voulu répondre à tes questions. Oui, il était assez ouvert. Ouais. C'est bien. Et donc il veut monter une équipe maintenant, comme F Society justement, dans la série, parce qu'il a trop de demandes et il n'arrive plus, il croule sous les informations. Est-ce qu'il n'est pas en train simplement de se faire une méga com pour créer, je sais pas moi, un nouveau business, le fait d'aider les sociétés ou de faire, Je pense que ça va l'aider en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Hein. Ouais. C'est dingue. Hein. Eh oui.
Et- Ça me fait penser un peu aux gars qui arrivent à jailbreaker les iPhones et qui après se font embaucher par Apple parce que Oui. c'est des petits Ah génies bah, de l'informatique. il y en a On eu est un des peu comme ça, dans effectivement. ce truc-là. hein. Bah, il y a eu GeoHot, par exemple, on se souvient de bien GeoHot sûr. qui a bouleversé des business à lui tout seul. C'est clair, c'est clair. en- Et après, ils se font embaucher par Google ou par Oui, Apple. il s'est fait embaucher un peu par Google, si je ne m'abuse. Je crois bien. Maintenant, il travaille sur un système de voiture autonome à lui tout seul. C'est Il ça. a décidé de faire sa propre voiture autonome en open source. Ouais, voilà. On a besoin de gens comme ça, c'est Mais bien. bien sûr, évidemment. Ouais, bien Ouais. sûr, ouais. À retrouver donc à partir de la semaine prochaine. Alors mardi sur les smartphones D'accord. et puis dans le prochain numéro de l'Express. Voilà. Et puis on souhaite bon vent à cette nouvelle version de l'Express. Merci. Emmanuel, et tu reviens quand tu veux, tu le sais. Dans De D'accord. quoi je me mêle. Avec plaisir. Et merci à Eric Le Merci. Bourlou. La semaine prochaine, Eric, attention, invité exceptionnel dans De quoi je me mêle dans le club de la presse IT. Ouais. On recevra quelqu'un dont tout le monde parle actuellement. Il s'agit de Luc Julia. Il est plutôt discret pour ce qui est des interviews et il sera avec nous. Luc Julia, c'est tout simplement l'une des têtes pensantes des objets connectés et de l'intelligence artificielle en France. Et oui. Et il sera avec nous pour nous expliquer la nouvelle mission que le gouvernement lui a confiée et que Samsung lui a confiée, puisque ça va être le patron en fait d'une entité que Samsung est en train de monter pour en fait avancer sur l'intelligence artificielle ici en France à Paris. Et oui. Et ça s'annonce passionnant, donc je vous invite à être Et avec il faut, nous la il semaine faut savoir prochaine. juste que c'est un des papas de Siri quand même. Et c'est hein. l'un Il a des papas de participé, Siri. voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc il a quand même un certain track record, comme on dit, donc une certaine expérience en la matière. hein. Voilà, et on l'avait eu il y a quelques mois de cela dans De quoi je mêle, et son Ouais. intervention avait été passionnante parce qu'il a une vision sur l'intelligence artificielle, sur les systèmes de reconnaissance vocale, style Google Home, etc., qui est passionnante. Ça sera la semaine prochaine dans De quoi je me mêle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et vous restez avec nous. De quoi je me mêle. La suite dans un instant avec Émeric Siméon. Et on va parler des meilleurs PC portables du moment. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.